Minasan konnichiwa. Bienvenue dans la salle d'attente de FF7R3, le troisième et dernier chapitre de la retrilogie de FF7. J'ai découvert Final Fantasy VII en 97, j'avais 14 ans. J'ai fait partie des gamers pour qui Final Fantasy VII a été un épisode charnière. Dans ma vie de gameuse, tout comme dans le monde du jeu vidéo dans son ensemble, il y a eu un avant et un après Final Fantasy VII. C'est pas que j'avais trouvé que ce jeu était bien ou même excellent, c'est carrément qu'il a révolutionné ma vision de ce que pouvait être un jeu vidéo. Pourtant, jusqu'à présent, je n'ai été que spectatrice de la communauté de fans de Final Fantasy VII. Depuis pas très longtemps d'ailleurs, car je me suis toujours tenue plutôt à l'écart de ces milieux, profitant de mes expériences de jeux vidéo en solitaire, et ça m'allait très bien. Mais la retrilogie de FF7 a changé la donne. À dire vrai, ce moment a changé la donne. Parce que c'est quelque chose de ressentir une émotion aussi forte pour un truc aussi superficiel qu'un jeu vidéo et de se rendre compte qu'en fait, on est des milliers, des dizaines, peut-être des centaines de milliers à ressentir la même chose. Alors, je m'y suis intéressée à ces gens qui me ressemblaient tous un tout petit peu. Vous m'avez intéressée, avec vos analyses, vos questionnements, vos commentaires, vos mots d'esprit, vos ressentis. Et puis, quand on doit attendre 10 ans pour avoir la finalité d'un jeu qu'on connaît déjà presque par cœur, et qui vous touche tellement qu'il refuse catégoriquement de sortir de votre tête pendant tout ce temps, c'est pas mal de pas attendre seul finalement. Enfin, c'était pas mal jusqu'à Rebirth. Selon mes observations, voici comment ça s'est passé. Remake est sorti et il a surpris beaucoup de monde. On a eu la phase découverte. Ça y est les gars, 23 ans après, on y est. Retour à Midgar, c'est plein d'émotions, c'est brut de décoffrage, et beaucoup de gens s'attendaient à un remaster du jeu d'origine et ont été très dubitatifs sur les changements apportés au scénario qu'ils connaissaient. On a perdu quelques irréductibles en passant, et pour les autres, il a fallu une phase de digestion des changements. Puis, il y a eu la phase d'acceptation. Certains sont revenus sur le jeu avec du recul et un regard plus aiguisé, ce qui me semble presque nécessaire pour en comprendre certains éléments, comme les fillers par exemple. Au début, tu te demandes ce que font des détraqueurs dans FF7. À la fin du jeu, on t'explique, et quand tu refais le jeu, tu percutes. À ce stade, on est en train de se dire « Ok, c'est pas exactement le même scénario, et si on y réfléchit, c'est logique. » Et en fait, c'est pas si mal. Et puis, il y a eu la phase d'analyse, qui a duré longtemps, car il a fallu comprendre comment Square Enix abordait les choses. Et bien sûr, il y a eu le DLC qui a ramené son lot de surprises. J'ai pas dû être la seule à m'étonner quand Yu-Gi-Oh! Et la Cramp ont fait leur apparition. Pour certains, on a fait une pause pour passer par la case FF16, mais tout cela nous a tenu bon an mal an, en haleine, jusqu'à peu près l'arrivée des trailers de Rebirth et leur lot de spéculations. L'après-Rebirth a été très différent. Déjà, les phases découverte, digestion et acceptation ont été beaucoup plus courtes, puisqu'on savait qu'on aurait quelque chose de différent de FF7. Il s'agissait de découvrir, digérer et accepter les changements, mais pas le fait qu'il y ait des changements. Et puis, en toute logique, la phase analyse est arrivée très très vite. Parce que non seulement notre capacité d'analyse s'était affinée, vu qu'on était plus au fait des mécaniques scénaristiques et de mise en scène de cette retrilogie, mais là où avant on découvrait puis on analysait, là on a eu tendance à analyser pendant qu'on découvrait. Beaucoup de monde s'y est mis très vite, et pour les gens comme moi qui avaient envie de prendre leur temps, aller sur le net revenait parfois à traverser un champ de mines pour éviter les spoilers. La hype était au max et ça sortait de partout. Là où l'après-remake était un marathon, l'après-rebirth fut un 100 mètres haies. Rapide, intense, épuisant et surtout court. Et quand je suis enfin revenue sur le web après avoir fait le jeu avec plein de questions et de projections mentales pour la suite, les gens commençaient déjà à penser à autre chose. Pour moi, c'était en grande partie dû au fait que les gens s'étaient beaucoup focalisés sur la fin et aussi sur des éléments scénaristiques qui avaient porté la hype entre Remake et Rebirth, à savoir
Omni-Iris, Omni-Sephiroth, Zack et le changement de destin. Beaucoup de gens se sont dit, ça va tout bouleverser. Et honnêtement, Square Enix nous avait largement incité à penser en ce sens. Donc quand à la fin de Rebirth, on a commencé à comprendre que tout ça c'était du rajout, mais qu'au final, on allait peut-être bien retomber sur les mêmes papates, on a eu la vague de « Oui, mais Rebirth change pas assez par rapport à FF7 ». Quant à ce qui reste obscur, Sephiroth, Genova, les matérias blanches et noires, etc., c'est volontairement trop obscur pour qu'on puisse en tirer des conclusions. Mais si c'était pas ça, justement, le truc à accepter, à digérer et à analyser. Le fait qu'on a cru qu'on avait les clés pour comprendre la finalité de ce remake, alors qu'en fait, entre Rebirth et FF7 R3, on doit rebattre les cartes. Tout comme Rebirth a été une expansion géographique par rapport à Remake, il a été aussi une expansion scénaristique. Il n'y a pas que la fin du jeu qui nous racontait des choses. Tout le jeu a posé des jalons pour la suite sur plein d'arcs narratifs différents, ce que Remake ne faisait pas tant que ça. Alors moi, je vous propose un truc. Entre Remake et Rebirth, on s'est demandé ce qui allait changer par rapport à FF7. Et si, entre Rebirth et FF7 R3, on se demandait ce qui va être similaire et comment on va faire pour rejoindre FF7. Parce que c'est ma vision des choses. FF7 Retrilogy n'a pas pour vocation de raconter une autre histoire, mais bien la même histoire, mais différemment. Malgré tous les changements, dont certains très surprenants auxquels on a assisté, FF7 reste FF7. Et la Retrilogy en est une expansion, mais pas nécessairement une révolution. C'est pourquoi je vous propose de partager ici mes réflexions avec comme fil rouge, au lieu de partir de Remake et Rebirth pour spéculer sur le futur, je pars du futur, ou plutôt du passé, je retourne dans le futur. En se basant sur ce qu'il reste de FF7 à raconter, et je reviens sur les éléments de Rebirth pour m'interroger sur ce qui peut nous attendre, et en me demandant comment il est possible de raccrocher les wagons. Et en gardant à l'esprit que je vais très certainement avoir tout faux. Et de ce point de vue, des choses à raconter, j'en ai plein. J'ai envie de parler du cratère nord, de Junon, du Wutai, des armes, du livestream, de Zack, de Sid, de Vincent, du Haut-Vent, des anciens, des méga-matérias, des chevaliers de la table ronde. Ouais, mec! À l'heure actuelle, j'ai le sentiment qu'on assiste à une deuxième vague de réflexion autour de Rebirth, avec quelques irréductibles dans mon genre qui n'en ont pas fini avec FF7, et qui ont aussi décidé d'ouvrir le débat. Et cette fois-ci, j'ai envie d'en être. J'ai plus envie d'attendre sagement que des gens abordent des sujets qui me tiennent à cœur et faire vivre la communauté à ma place. J'ai envie, moi aussi, de partager mes idées, mes réflexions, avec toute la maladresse et le manque d'expérience qui sont miennes, mais en me disant que dans les centaines de milliers de personnes qui se ressemblent toutes un tout petit peu, il y en a peut-être certaines qui se diront comme moi il y a 4 ans, finalement, je suis pas tout seul.